bonjour à tous. Donc, je vois vous êtes encore nombreux, malgré finalement le côté harassant de cette matinée, à travers lesquelles nous avons abordé les problématiques des risques technologiques. Nous avons eu en début d'après-midi, dans cette même salle, quelque chose de très anxiogène, notamment la dynamique PFAS. Mais je vois que vous n'êtes pas totalement harassé, que vous avez tenu bon jusqu'à cet atelier dédié à l'économie circulaire. Donc, un sujet que nous avons voulu titrer permanent. Alors pourquoi tout simplement parce que, pour continuer, on va dire, dans la litanie des problèmes qu'on rencontre, notre modèle économique linéaire, basé sur l'extraire, le produire, le consommer et le jeter, je dirais, touche à sa fin également, un peu comme beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que les ressources de notre belle planète bleue ne sont pas malheureusement éternelles. Et heureusement, voilà, tout à l'heure vous avez eu des côtés anxiogènes, etc. Moi, je voudrais quand même parler d'une bonne nouvelle, parce que ce constat, donc, on va dire, de linéarité de l'économie qui finalement, dont on prend conscience, nous permet, on va dire, de nous repositionner autour, on va dire, de l'économie circulaire, et notamment de repenser en profondeur l'ensemble de notre dynamique économique, notamment de la ressource au produit, de l'énergie à l'eau, et, j'allais dire, de l'usine au territoire. Et c'est une révolution aujourd'hui qui est, je dirais, en cours sur notre territoire, qui est en marche, et à travers lesquelles les S3 pays se sont, on va dire, se sont mis également en ordre de marche. Alors, l'objet de cet atelier est de vous donner à voir de manière un peu transversale et rapide, notamment un certain nombre de constats de territoires que nous avons menés en quelque sorte au niveau des S3 pays. Et donc nous aurons au programme d'abord peut-être la nécessité de planter le décor au niveau de l'économie circulaire. Et donc nous aurons Séverine Francastel de la DGE, de la Direction Générale des Entreprises, qui nous plantera le décor réglementaire, tant par la vision réglementaire de l'économie circulaire à travers l'Europe que la France. Nous aurons ensuite Carole Magnier du pôle de compétitivité Team 2, le pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire, qui nous montrera comment, à travers finalement cette grande problématique de l'économie circulaire, l'innovation tient sa place, et elle nous présentera un certain nombre de dynamiques liées finalement à l'innovation qui permet globalement de mettre en place de nouvelles activités liées notamment à la valorisation des déchets et d'autres types de matières. Enfin, nous aurons quatre exemples dédiés à l'économie circulaire, des exemples concrets qui sont déjà en cours sur notre territoire. Nous aurons la société Aquacé qui nous parlera d'économie circulaire de l'eau. Nous aurons, avec Stéphane Borin de Vaned, la dynamique de la valorisation des déchets à travers notamment la création de combustibles solides de récupération. Nous aurons un exemple de territoire avec Caroline Lung, qui nous mettra en évidence comment un territoire finalement tire parti de la transition écologique et comment un territoire arrive globalement, on va dire, à mener une dynamique liée à l'économie circulaire, on va dire, pour globalement favoriser l'économie de son territoire. Et enfin, nous aurons Lionel Briche qui nous parlera, on va dire, de stratégie gagnant-gagnant à travers notamment un certain nombre d'exemples de mise en relation d'entreprise afin de tirer parti, je dirais, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. J'ai l'habitude de parler longtemps et donc je vais tout de suite m'arrêter pour plutôt donner la parole, on va dire, aux différents acteurs puisqu'il est déjà tard et il ne faudrait pas que l'atelier s'éternise jusqu'à 18h, 19h. Donc je propose, sans plus attendre, de donner le mot et la parole donc, à Séverine Francastel de la DGE pour qu'elle nous présente le contexte et la vision réglementaire liée à l'économie circulaire. Séverine, c'est à vous. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être invitée dans cette enceinte et surtout intimidée par les propos très scientifiques qui ont été tenus précédemment. De mon côté, je vais vous présenter une vision assez
assez généraliste et brosser un tableau rapide parce qu'en matière de réglementation, il y en a énormément, donc je ne vais pas aller dans les détails de tous les chiffres réglementaires sur l'économie circulaire. Il y en aurait trop, donc je vais plutôt essayer de balayer rapidement l'esprit des textes et l'action de la DGE par rapport à ces textes. Ouais. Est-ce que il y a un petit délai peut-être? Oui. Voilà. Donc la DGE, Direction générale des entreprises, c'est donc une direction générale du ministère de l'économie. Donc son activité est tournée complètement vers les entreprises. Ses missions sont définies dans un décret de 2009 qui précise que les missions de la DGE, c'est de proposer et mettre en œuvre et évaluer des politiques publiques favorables au développement des entreprises et également concourir au développement durable. Donc on a une activité qui est tout à fait complémentaire de celle de la DGPR, avec qui on travaille au quotidien sur les questions d'économie circulaire, puisque évidemment la DGPR est quand même en lead sur cette question-là. Donc on est vraiment dans des échanges quotidiens avec eux. Et nous, on essaye un peu d'être en complémentarité et de se positionner davantage sur une approche économique des sujets plutôt qu'une approche risque ou plus réglementaire qui peut être celle de la DGPR. Donc, même si on est dans le ministère de l'économie, on est tout à fait légitime à avoir un rôle d'accompagnement au développement de l'économie circulaire et au développement de la sobriété. Alors, on a une organisation qui est donc une organisation sectorielle à la DGE avec des grands services sectoriels. Moi, j'appartiens au service de l'industrie, mais on a également un service de l'économie de proximité pour les services. Il y a des gens qui s'occupent du tourisme. On a un service transverse sur la compétitivité, l'innovation. Et donc là, je vous ai mis un petit peu l'organisation en particulier sur l'équipe économie circulaire à laquelle j'appartiens. L'objectif de cette slide, c'était de vous montrer que c'est une thématique qui a quand même pris pas mal, qui a été étoffée depuis quelques années, notamment depuis 2022 avec la création du secrétariat général à la planification écologique et la même année la création du poste de délégué à la transition écologique à la DGE, mais également dans d'autres directions générales de Bercy, par exemple à la DGCCRF. Et ce qui amène aussi, je pense que c'était nécessaire du fait de la création du SGPE d'avoir un interlocuteur un peu transverse dans chaque direction générale. Et ça a aussi marqué une évolution et le fait qu'on travaille moins en silo que précédemment. Au niveau de la DGE, ça se traduit par le fait qu'on travaille davantage avec d'autres services. On est moins en silo industrie. On va travailler également sur les services avec nos collègues des services. Et voilà. Et donc dans l'équipe économie circulaire, on a aussi, moi quand je suis rentrée dans l'équipe en 2021, on était 3. Et donc vous voyez que maintenant on est 6, 7, 8. Donc ça s'est quand même étoffé. Alors à la DGE, on a un fonctionnement depuis 2019, on a évolué pour passer en mode projet et pour devenir réellement une force de proposition dans l'élaboration des politiques publiques. Voilà, donc on était plus avant, on a parlé de missions structurelles, donc on était plus en suivi, en participation à des conseils d'administration, des choses comme ça. Et depuis 2019, on a vocation vraiment à travers des missions courtes sur quelques mois, à investiguer des sujets et à faire des propositions d'évolution des politiques publiques, en lien évidemment avec les autres administrations concernées. Alors,
On arrive dans le réglementaire, ça devient plus petit et moins lisible. Donc c'est pour ça aussi que je vais passer rapidement parce que ça pourrait être très très long. Donc sur l'Union européenne qui détermine quand même fortement notre cadre réglementaire et les objectifs qui sont repris au niveau national, on a énormément de textes qui conditionnent l'économie circulaire, qui sont listés là à droite. Et on a des enjeux qui vont vraiment sur tout le cycle de vie des produits, depuis l'éco-conception, qui est un sujet qui est traité par le règlement éco-conception, aussi appelé ESPR au niveau européen. Mais on a aussi des textes sur plutôt la partie recyclage, comme le CRM Act sur les matériaux critiques, les métaux critiques. On a un objectif avec le règlement éco-conception de créer un grand marché européen avec des standards environnementaux plus élevés qu'on a aujourd'hui, et dans une approche qui est un petit peu protectionniste, puisque l'idée c'est que même les produits hors Europe doivent respecter ces nouveaux standards augmentés du point de vue environnemental. Parce que si nous on fait des efforts mais que des produits à bas coût peuvent entrer sur notre marché et concurrencer les produits, on se tire un peu une balle dans le pied en étant mieux disant environnementaux. Il y a un petit problème sur l'écran. Voilà, puis il y a également bien sûr des textes plus sectoriels sur les VHU, sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et pour tous ces textes, nous, on a une personne dans l'équipe qui est particulièrement investie pour pousser des positions au niveau européen. Donc on fonctionne en écrivant des NAF, parce qu'on a une note des autorités françaises, pour pousser des positions qui nous semblent les plus pertinentes et qui défendent aussi les intérêts de nos industriels. Je sais pas, il y a toujours le problème sur l'écran, ici. C'est pas tactile. Donc on a un petit problème technique. Donc on voit que la DGE a une batterie, on va dire, réglementaire à sa disposition pour, influencer ou, diriger en quelque sorte la dynamique d'économie circulaire en France. Tout à fait. La question qu'on pourrait se poser peut-être rapidement, c'est est-ce que vous avez, à travers ces dynamiques, mis les éléments pour évaluer la portée de ce que vous pouvez avoir? Comment est-ce que vous faites par exemple un point zéro et derrière vous avez des moyens de mesurer l'impact que votre politique, enfin que la politique mise en place par le gouvernement diffuse correctement sur les territoires? Alors, de toute façon, au niveau national, quand on prend on a un peu les mêmes enjeux qu'au niveau européen en réalité, mais on prend donc des textes de loi, des textes réglementaires, et effectivement, quand on prend un texte de loi, on a toute une partie de compréhension d'un sujet, pour comprendre comment les choses influent les unes sur les autres. Donc il y a toujours une étude d'impact qui est réalisée pour essayer d'estimer au plus juste, même si ce n'est pas une science exacte, les impacts de nos actions. Et puis c'est aussi du politique, donc il y a certains acteurs qui vont demander de tirer plutôt dans tel sens et d'autres dans tel autre. Donc après c'est un jeu d'équilibre entre les positions des uns et des autres, et donc on a à la fois un travail en chambre avec des données, des statistiques, de défrichage des sujets, puis un travail d'échange avec les acteurs, et notamment beaucoup avec les entreprises, pour qu'elles nous exposent un peu la façon dont elles voient les choses, et qu'on intègre ça, nous, dans notre réflexion, dans la conception des politiques publiques.
Voilà, donc nous, nos outils au quotidien, ça va être les textes, les financements, beaucoup des financements aujourd'hui qui sont dans les filières REP, les fonds France 2030, le fonds économie circulaire qui est en diminution, fonds vert, voilà, il y a des fonds européens aussi que je n'ai pas mentionnés ici, mais Carole en parlera certainement, et puis des partenariats et de la communication, Choose France tout récemment, Choose France Édition France, où on a fait tout un volet dans le dossier de presse et puis on a sélectionné des entreprises de l'économie circulaire également. On a un comité stratégique de filière avec qui on développe des projets sur certaines thématiques comme le recyclage des plastiques, de l'aluminium, de l'acier. Voilà, un partenariat également avec l'Alliance Industrie Circulaire, avec l'association Circulaire. Un partenariat avec Team 2 avec qui on travaille également très bien, et notamment dans le cadre du comité stratégique de filière, avec l'association Record, avec l'AFNOR, parce qu'il y a tout un volet aussi de normalisation qui doit appuyer le développement de l'économie circulaire, notamment avec tous les enjeux de traçabilité concernant les matières premières recyclées. Parce que si on met des obligations d'incorporation mais qu'on n'a pas de garantie et que voilà, on ne peut pas se fier uniquement aux allégations environnementales, donc il faut avoir des moyens de contrôler et de prouver que l'incorporation de matières recyclées est bien réelle. Est-ce que vous avez des mesures, notamment de l'impact des politiques, notamment par le nombre, par exemple, d'entreprises dédiées à l'économie circulaire qui sont créées, les chiffres d'affaires réalisés, le nombre d'emplois créés, etc. Est-ce que vous avez des moyens comme ça de mesurer les choses? Enfin, voilà, Tout à fait. Alors là, j'ai pas fait de slide avec tous ces chiffres, mais j'ai regardé récemment parce que j'ai fait la partie économie circulaire dans le dossier de presse pour Choose France. Et justement, ce qui ressortait, c'était que les dynamiques en termes d'emploi et de chiffre d'affaires sont quand même très fortes dans ce secteur. Parce qu'il y a quand même un gros développement de ce secteur par rapport à d'autres, qui est aussi en soutien de certaines activités stratégiques pour la transition énergétique notamment. Donc c'est un secteur qui a le vent en poupe. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si j'ai peut-être dépassé le temps, j'ai pas trop idée. Alors justement, j'allais vous attirer votre attention, mais j'ai posé des questions et on a eu un problème technique, mais vous avez encore quelques 2-3 minutes éventuellement pour Moi, je voulais juste faire deux petits focus. Un petit focus sur le soutien au recyclage. Là-dessus, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est que l'important, sur ce sujet-là, c'est d'avoir une approche holistique et de bien raisonner sur toute la chaîne de valeur, et que si on met les investissements sur un point de la chaîne de valeur, mais qu'ensuite ça ne suit pas parce qu'au final, il n'y a pas les débouchés, que la demande n'est pas là, ça va juste pas fonctionner. Donc on est obligé d'avoir une approche très globale et de bien prendre en compte ce qui se passe sur tous les maillons. Et quand on finance des investissements avec des fonds publics, bien avoir à l'esprit derrière, est-ce qu'il y aura des débouchés industriels localement pour utiliser ces matières de recyclage, notamment sur le secteur du plastique qui est quand même en crise en ce moment. Voilà, on a des matières qui ne sont pas toujours compétitives en termes de prix. Donc l'action de l'État, ça va être de soutenir la demande en introduisant au niveau européen des obligations d'incorporation. Et puis au niveau national, on essaye de mettre en place, non sans difficulté, des primes à l'incorporation de matières recyclées dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur, pour combler un peu l'écart de prix avec la matière vierge et assurer un bon développement des filières. Et c'est des systèmes qu'on pense répliquer aussi sur d'autres matières, comme sur les métaux. D'accord. Ok. J'avais une dernière slide, peut-être, sur le soutien à la filière des CSR. Donc ça, c'est un sujet qu'on suit beaucoup aussi, notamment pour l'industrie, parce que c'est un moyen de décarboner notre industrie, en tout cas pour la fraction biogénique des CSR. Et on a un cadre de soutien qui est en recomposition, puisqu'on avait un appel à projet CSR qui était financé sur le fonds économie circulaire de l'ADEME, et compte tenu des diminutions budgétaires,
Voilà, maintenant, on n'a plus de budget pour un soutien en subvention, donc on est en pleine réflexion sur quelles alternatives au financement des CSR, que ce soit sur la hausse de la TGAP, mais là, nos propositions se sont fait retoquer totalement à l'Assemblée nationale hier après-midi. On a un petit peu pleuré, puis on a séché nos larmes. Et puis, on a une réflexion sur les différents appels à projets alternatifs, et puis sur les C2E également, qui sont une piste possible, et pour laquelle on est en échange avec la Direction générale de l'énergie et du climat, et qui est portée également par la filière, la fédération, la FNAD. Ok, merci Séverine. Bon, on peut vous applaudir quand même par rapport à ce que vous avez fait. Donc on voit que la réglementation, donc notamment par l'imposition, permet finalement de favoriser l'économie circulaire, ainsi que, on va dire, la mise en place d'un certain nombre d'aides, de montants d'aides qui permettent effectivement, je dirais, de soutenir cette filière émergente. Et dans cette filière, je dirais, il y a beaucoup de choses à créer, notamment l'innovation, notamment nos chercheurs, nos sociétés donc, sur un certain nombre de projets donc, sont obligés d'être très innovants. Je prendrai par exemple la filière de la batterie, où il s'agit bien sûr de faire ces batteries, mais il s'agit demain de les recycler. Et donc là, il faut effectivement être inventif. Et là aussi, donc, l'État a mis en place, pour être inventif, dans ce domaine de l'économie circulaire, un certain nombre de pôles de compétitivité, dont le pôle Team 2. Et donc, je vais passer la parole à Carole, qui va nous montrer un peu comment son pôle travaille sur ces questions d'innovation liées à l'économie circulaire, et peut-être aussi nous dire un peu en quoi les S3PI peuvent éventuellement, je dirais, conforter son action. À toi, Carole. Oui, merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas à présenter Team 2 et les différentes collaborations qu'on peut avoir, puisqu'en fait on a des collaborations à la fois avec tous les intervenants de la table ronde. Donc je vais essayer d'improviser peut-être un peu pour démontrer en fait que effectivement l'économie circulaire, on ne peut pas la faire seule et c'est une affaire de réseau, et on collabore effectivement avec la DGE, les S3PI, mais autant avec Ecopal, la Cavalère, et puis avec Stéphane Devanen, qui en plus est à notre conseil d'administration. Voilà, donc la boucle est bouclée. Voilà, du coup, alors pour mettre le slide, c'est ici, je suppose. Je vais commencer par vous présenter donc Team 2. On est un pôle de compétitivité, donc on est labellisé par l'État et suivi. Donc nos actions sont suivies à la fois par la DGE et par la région Hauts-de-France, puisqu'on est labellisé tous les 4 ans sur une phase sur laquelle en fait l'État et la région évaluent nos performances pour accompagner l'innovation et pour rendre les industries plus compétitives. Et on est particulièrement en lien avec 3 communautés d'agglomération qui sont situées en Hauts-de-France, qui nous aident, et on essaye aussi en retour de les aider pour avoir des industries qui soient plus durables et plus sobres en consommation de ressources. Donc vous retrouvez les logos, il y a la cale pour Lens-Liévin, la MEL et évidemment la Cavalère. Le logo, je ne le vois pas, mais normal, si, il est là, sur la Cavalère, qui nous accompagne aussi. Et c'est très important parce que les financements de l'État et de la région Bessan, si on n'avait pas ces soutiens des communautés d'agglomération, on serait en grande difficulté. Voilà, puisque notre modèle économique est basé sur uniquement un peu d'aide publique et sur le montant de nos adhésions. Donc, Team 2, pour les technologies environnement appliquées aux matières et aux matériaux, on a été créé en 2010 par mon prédécesseur, dont certains est très bien connu, Christian Trenel. On est basé à Lens et on a 321 adhérents sur 2024. Notre but, c'est d'accélérer la transition écologique et économique, et pour ça, on base notre action sur 3 axes. Le premier axe qui est l'optimisation des ressources et leur consommation sobre. On parle de 3 catégories de ressources. Les métaux, sur lesquels on va retrouver les batteries, par exemple. Les organiques, on va retrouver le textile, le plastique, les composites et les biodéchets.
et les minéraux. Essentiellement, 2 grands axes qu'on travaille actuellement, ce sont les déchets du BTP et la dépollution des sols. Donc, effectivement, les PFAS nous intéressaient particulièrement. Pour traiter toute cette matière au sein de cet axe, on a aussi ce qu'on appelle le Club des équipementiers français du recyclage, qui sont des adhérents qui vont proposer et qui acceptent de travailler sur des technologies nouvelles, qui vont être plus sobres, qui vont accepter de travailler une matière. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on broie une batterie avec du lithium, si on ne gère pas les problèmes d'incendie, d'emballement thermique, ça va poser un problème très très rapidement. Voilà. Donc c'est ce groupe d'adhérents qui acceptent de travailler sur ces challenges-là, sur ces verrous technologiques-là. Voilà. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est les nouveaux modèles économiques et cohésion sociale. Alors, c'est un petit peu idiot à dire, mais économie circulaire, IAMO économie. Donc, à un moment donné, une entreprise qui se développe dans l'économie circulaire doit être capable de se développer, alors même si on l'amorce au départ, sans fonds publics. C'est-à-dire que le modèle doit être pérenne, donc on doit s'assurer que le business model va tenir et que l'entreprise va pouvoir effectivement se développer. Et la cohésion sociale, c'est aussi important. Les métiers du recyclage sont souvent abordés par l'économie sociale et solidaire. Donc c'est dans les projets, autant de faire se peut, on essaye d'impliquer ces acteurs-là, notamment pour des activités de tri, mais pas uniquement, de caractérisation. Et sur tout ce qui est réemploi aussi, on a des interactions importantes avec eux. Et le dernier axe sur lequel on travaille, c'est la circularité des ressources pour un territoire, pour la décarbonation. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des projets juste, on traite une matière, on traite un problème, on essaye de travailler en consortium de façon à assurer que la matière, elle va pouvoir circuler, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'au traitement en fin de vie, elle va être prise en compte par différents industriels et qu'elle ne va pas être dégradée. Un morceau de cuivre qui est issu d'une caténaire qui est très propre, si possible, il faut le garder avec ce niveau de pureté-là, donc pouvoir le recycler, la nettoyer et pouvoir la recycler pour un usage qui soit aussi noble que la caténaire. Voilà. Donc c'est important aussi qu'on essaye d'attacher une valeur aux ressources de façon à ce qu'elles ne soient pas, qu'elles ne perdent pas de valeur. Nos missions, concrètement, c'est détecter et accompagner les projets d'innovation, donc du dépôt, du dépôt de l'idée jusqu'à la demande de financement. Pour les personnes qui connaissent bien l'échelle de TRL, on travaille d'une idée laboratoire jusqu'à l'échelle du pilote. Ensuite, généralement, ce sont d'autres organismes qui prennent le relais pour les mises sur le marché. Voilà. Ces accompagnements de projets se font, on va détecter les appels à projets, donc notamment par exemple des appels qui sont dans France 2030. Donc on va travailler sur les appels à métaux critiques, sur les appels ORMAT, sur les appels CAPT. Voilà, donc on oriente tous nos adhérents vers le bon appel à projet, là où ils auront le plus de chances d'être aidés et d'être bien aidés, c'est-à-dire sans dénaturer la nature de leur projet. Et pour les partenaires qui ont la capacité et les ressources, on les emmène aussi sur les projets européens, donc sur des projets un peu spécifiques comme les projets LIFE pour des projets d'industrialisation, de duplication au niveau européen, ou sur des projets très très en amont sur le IT Raw Materials par exemple. Voilà, on fait aussi une veille stratégique et c'est là où il y a une première interaction avec les S3 pays, notamment sur les aspects réglementaires. Voilà, donc Team 2 diffuse à ses adhérents un bulletin de presse chaque semaine. La troisième mission, c'est les mises en réseau, c'est l'organisation d'événements, de conférences, d'ateliers. Et comme on est sur l'économie circulaire, on ne les organise pas généralement seuls, mais toujours en collaboration avec d'autres organismes. Les S3 pays en font partie et Copal peut en faire partie également. Le dernier événement qu'on avait organisé, c'était avec le MEDEF international à 3e et le pôle Avenia sur les terres rares et sur les aimants permanents. Voilà. Et le dernier axe, j'y reviendrai, c'est la labellisation des projets, puisque Jean-Marie nous fait l'amitié de siéger au comité scientifique, donc j'en dirai 2 mots après. Voilà.
Comment est-ce qu'on collabore plus particulièrement avec le S3PI d'Artois? Donc il y a une vraie complémentarité pour animer et pour accompagner les entreprises. Donc on sensibilise au principe d'économie circulaire, suivant les 7 piliers de l'ADEME. Il y a 2 activités qu'on ne mène pas, qu'on ne mène pas forcément. C'est tout ce qui est en fait sensibilisation au grand public et la consommation durable. On n'est pas sur cet axe-là non plus. Donc, par contre, on est effectivement sur tous les autres 7 piliers de l'ADEME. Alors, pourquoi est-ce qu'on se nourrit, entre guillemets, l'un l'autre? Le S3PI nous aide à informer sur les réglementations et sur les évolutions. Et nous, pour les projets d'innovation, il est absolument impératif, de les respecter, mais aussi de pouvoir les anticiper. Le changement climatique ne vous aura pas échappé non plus, donc il faut absolument aussi que les porteurs de projets prennent ces données-là en compte sur leurs projets. Je reprendrai un exemple du ferroviaire. À un moment donné, dans le sud de la France, les températures vont être très importantes, le cuivre va fluer, donc il va falloir mettre des restrictions sur la vitesse des trains. Donc il va falloir aussi trouver peut-être des alternatives à la traction électrique fixe du ferroviaire. Réduire les coûts de production, les durées d'approvisionnement, et pour gagner en compétitivité. Donc ça permet aussi de développer des nouvelles opportunités de business dans nos projets et d'aider à décorréler la consommation de ressources de la croissance économique. Voilà. Et puis surtout contribuer à la protection de l'environnement. Donc si un projet est contre-productif au point de vue environnemental, ce n'est pas un projet qu'on accompagnera. Voilà. Et le but du jeu, en fait, aussi, de notre collaboration, c'est de pouvoir faire connaître les projets et de pouvoir trouver des partenaires. Et donc, c'est de favoriser l'engagement de toutes les parties prenantes. Il y a 2 projets sur lesquels on a particulièrement travaillé. Le premier projet, c'est un projet qui est accompagné par la société Alizadeh, sur lequel la communauté d'agglomération de Douai a une part importante, puisque la société a décidé de ramener sur son site des déchets amiantés. Donc, sans l'aide du conseil scientifique, pour mettre tout en sécurité pour le rapatriement de ces déchets amiantés, ça allait être un petit peu compliqué. Donc on a travaillé en amont pour expliquer aux élus, pour expliquer avec la DREAL comment on allait mettre en place cette unité qui consiste en fait à pouvoir valoriser des matériaux qui étaient partis à l'enfouissement parce qu'ils contenaient un faible pourcentage de matières dangereuses. Voilà, je prendrai l'exemple des portes-fenêtres où il y a juste un petit joint amianté qui part à l'enfouissement lors des chantiers de déconstruction et qui là peuvent aller sur le site d'Alizadeh et 95% des matières partent en recyclage avec le verre, l'aluminium. Il restait juste un petit joint amianté qui, lui, est traité évidemment en toute sécurité. Le deuxième projet qu'on accompagne depuis au moins 5 ans est porté par la société Mekaware, qui en plus est installée maintenant depuis le temps sur la zone de Béthune. Voilà, donc lorsque la société Mekaware est venue nous voir, elle souhaitait étudier les territoires où s'installer pour pouvoir recycler et raffiner les métaux des batteries en fin de vie. Donc elle faisait une étude de territoire. C'est une entreprise qui à l'origine est lyonnaise. Ils ont un brevet qui a été développé par un laboratoire qui s'appelle ICBMS. Et il souhaitait se développer sur un territoire qui était prêt à les recevoir et près des gigafactories aussi, puisque l'enjeu, ce n'est pas uniquement de traiter les batteries en fin de vie, mais c'est tous les rebuts de production qui vont arriver. Voilà, donc cette société a été accompagnée par Team 2 et par le S3PI d'Artois et par la Cabalère, une fois qu'ils ont fait leur choix d'installation sur le territoire.
Et je pense qu'on en est arrivé à la 4e demande de financement public pour eux, pour pouvoir assurer leur développement. Ça a commencé par un financement qui est provenu de l'État, donc de la DGE sur les métaux critiques. Et ensuite, on a décliné le financement au point de vue régional et européen pour que l'entreprise puisse se développer. Merci Carole. Peut-être en 2 mots pour conclure, et puis peut-être nous donner un peu le nombre de projets que vous accompagnez, la manière dont vous travaillez éventuellement au niveau national, et peut-être quelques petits exemples pour montrer que vous pourriez être appelé par d'autres structures S3PI éventuellement sur le territoire pour pouvoir éventuellement faire la promotion de ce pôle de compétitivité. Oui, alors on accompagne des petits projets comme des grands projets, c'est-à-dire des projets d'industrialisation comme des études de faisabilité. Team 2, en moyenne, accompagne par an 50 projets. Et on arrive à procéder à peu près à 30 à 35 de demandes de financement. Alors pourquoi est-ce qu'il en manque 15 au total? Simplement parce que les projets pour faire des demandes de financement doivent maturer, et notamment passer le comité scientifique, c'est-à-dire prouver qu'ils répondent au moins à 3 éléments importants: l'innovation, la future réglementation aussi, c'est important, et qu'ils aient un bon business model associé. Voilà. Et en fait, la capacité qu'on a, enfin j'espère, normalement oui, parce qu'on a un beau taux de succès, on a plus de, au point de vue, sur 2025, on a un taux de succès qui est de l'ordre de 60% pour les demandes de financement, qu'elles soient européennes, nationales ou régionales. Donc on en est assez fiers pour nos adhérents. Notre savoir-faire, c'est effectivement de prendre du temps et de prendre les experts qui sont là pour partager et pour avoir une compréhension partagée du projet, des enjeux, de la ressource et des opportunités que va amener ce projet d'innovation sur le territoire. Et si on ne partage pas au moins ce cœur-là dans le fonctionnement du projet, on n'arrive pas à faire émerger un projet de façon pérenne. Donc pour nous, les projets d'économie circulaire doivent être l'affaire de tous et surtout partagés entre les territoires, les organisations et tous les écosystèmes, parce qu'elles s'inscrivent effectivement dans une dynamique de territoire et de façon durable. Merci, on peut vous applaudir, chère Carole. Voilà. Donc, bon, le temps passe, donc il faut que j'accélère. Après la réglementation, après, on va dire, la dynamique de la recherche, finalement, qui se concrétise de manière précise par des projets. Nous avons prévu de vous exposer un certain nombre de cas concrets des travaux que nous avons menés, on va dire, au niveau des SPI, notamment au niveau de l'économie d'abord circulaire de l'eau. Et je passerai la parole pour ceci à Alexandre Fay d'Aquacé. Donc nous avons réalisé une trilogie sur l'économie circulaire de l'eau. On va dire notre partenaire Aquacé a été très très intéressant et va vous résumer en quelque sorte l'importance de se soucier de l'économie circulaire de l'eau. Alexandre, vous êtes en visio. Allez-y, vous avez la parole pour quelques minutes. Présentez-vous et présentez un peu, on va dire, les actions que vous menez dans le cadre finalement de l'économie circulaire de l'eau. Parfait, eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation et puis je m'excuse de devoir faire cette intervention à distance. Donc effectivement, je m'appelle Alexandre, je suis directeur des opérations de réalisation et je travaille chez Aquacé depuis 10 ans. Et je vais commencer par vous présenter en quelques mots qui est Aquacé, quelle est cette structure. Du coup, je vais juste vous laisser avancer d'une slide. Donc Aquacé, c'est une société qui est spécialisée en efficacité hydrique pour le monde industriel et pour les collectivités. Et en fait, on a 3 principaux moteurs dans notre démarche. La première, c'est l'amélioration de la performance et des usages de l'eau. Le deuxième moteur, c'est la réduction des coûts et des risques qui sont liés à l'eau. Et puis le troisième moteur, c'est la supervision de l'ensemble des infrastructures et des usages de l'eau. Alors, première particularité de l'entreprise Aquacé, c'est son indépendance.
C'est-à-dire que nous, on accompagne nos clients jusqu'à la définition de schémas directeurs sur la gestion de l'eau, mais par contre, on ne réalise pas les travaux et on ne met pas en œuvre les solutions techniques ou organisationnelles que l'on préconise, simplement parce que ce que l'on veut pouvoir garantir à nos interlocuteurs, c'est que l'on va leur fournir ce qui nous semble être le plus adapté à leur contexte. Nous sommes basés à Limoges, la société existe depuis 2015 et on regroupe 3 métiers techniques basés directement sur l'eau, mais aussi sur l'informatique appliquée, parce qu'on travaille chez nos clients avec des données, et puis on a un pôle aussi d'électronique et communication. Alors notre expertise aujourd'hui, elle est reconnue puisqu'on travaille avec un certain nombre de grands groupes industriels et d'organisations et de communautés de communes et d'agglomérations, notamment en France. On a réalisé plus de 250 audits sur des sites industriels. Et puis cette expertise, elle est également certifiée dans 2 domaines, à la fois la sécurité des personnes, puisqu'on est certifié MAS depuis 2017, et puis une certification qui porte sur la sécurité et la sûreté de l'information, puisqu'on est certifié ISO 27001 depuis 2018. Et ça nous permet notamment d'avoir un impact international, puisqu'aujourd'hui on rayonne dans 23 pays dans le monde, notamment par l'intermédiaire d'une solution digitale que l'on a déployée et qui tourne aujourd'hui en temps réel sur 120 usines. Alors du coup, pour avancer un petit peu plus loin, qu'est-ce que fait Aquacet ? Dans un premier temps, on fait des diagnostics techniques qui visent à comprendre les flux physiques d'eau, les flux physiques de données et préconiser des solutions techniques et organisationnelles pour nos clients. Donc on édite un certain nombre de schémas, de vues, de choses comme ça. Je crois que j'ai mis quelques petites illustrations pour vous identifier ce que l'on peut faire. Donc c'est un métier d'engineering, je vais dire, relativement classique, même si notre approche ne l'est pas forcément. Dans un deuxième temps, on accompagne le pilotage de la performance. Donc ça, c'est au travers de la solution digitale que l'on a développée depuis une dizaine d'années, qui nous permet de produire une vision globale, intégrée et dynamique du système eau sur le périmètre concerné chez nos clients. De la même manière, j'ai mis 2 petites vues pour que vous puissiez vous figurer à quoi ça ressemble. Et puis on fait aussi de l'accompagnement stratégique auprès de grands groupes industriels, mais également auprès de collectivités. Et pour ça, on a déployé une méthodologie en plusieurs étapes pour être sûr d'appréhender la question de l'eau avec sa multidisciplinarité, tant d'un point de vue quantitatif, qualitatif, que d'un point de vue gouvernance, résilience, etc., etc. Alors, eau et économie circulaire, bien évidemment, ça nous évoque tout de suite une première chose, c'est le cycle de l'eau. Nous, on a de la chance, le cycle de l'eau, par son nom, montre cette circularité. Et donc, je vous ai mis un exemple de ce cycle de l'eau qui est le cycle de l'eau naturel que l'on a tous vu dans nos études, que l'on présente et que l'on discute. Ce cycle de l'eau naturelle, il a énormément d'avantages que j'ai listés et je vais vous laisser les passer. Premièrement, c'est un cycle qui est gratuit, c'est un cycle qui, dans un deuxième temps, ne tombe pas en panne. C'est un cycle qui ne demande pas de travail, en tout cas des humains, il ne nécessite pas de maintenance, il ne consomme pas d'énergie, pas de ressources et il n'émet ni pollution ni CO2. Donc quand on a compris que ce cycle-là, il était extrêmement important, eh bien l'homme a développé un certain nombre d'activités économiques, sociales autour de ce cycle de l'eau. Et donc on a un cycle qui a quelque peu évolué, puisque ce cycle, et vous allez le voir dans la diapositive suivante, il s'est anthropisé. Et le fait que ce cycle se soit anthropisé, ça veut dire que pour qu'on puisse arriver à le comprendre, à continuer à interagir avec lui et à être pleinement intégré en son sein, on a besoin d'avoir une vision et une approche qui soit profondément systémique. Et c'est ça que l'on défend chez Aquacet. Alors bien sûr, ça c'est l'aspect circularité, il est assez direct, mais dans l'économie circulaire, il y a aussi l'aspect économique. Et il y a une notion autour de l'eau que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Ça fait l'objet de la slide suivante. C'est ce que l'on appelle, nous, le coût global de l'eau. Pourquoi ? Parce que dans le monde industriel, mais aussi chez vous, et c'est vrai un petit peu partout, quand on utilise de l'eau, ça veut dire qu'on va avoir des coûts qui sont associés à cette utilisation. Alors vous avez des installations qui coûtent de l'investissement, qui coûtent aussi en exploitation, puisque
on va consommer de l'énergie, on va consommer des réactifs. Je rappelle quand même que 1 mètre cube d'eau que l'on veut déplacer, ça veut dire déplacer 1 tonne. Donc c'est quand même relativement important, ça nécessite de la puissance. Et puis dans le monde industriel, l'eau c'est directement lié à la performance industrielle, puisqu'on peut avoir des défauts, des dommages qui sont liés directement à la qualité de l'eau. Alors, quand on a ça, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui viennent impacter le coût global de l'eau. Et nous, on a l'habitude de représenter le coût de l'eau comme étant un iceberg. Je laisse avancer juste, je crois, de 2 crans sur la slide. Voilà. Un iceberg avec une partie émergée que l'on connaît tous, qui sont les coûts directs de l'eau. Les coûts directs de l'eau, ça va être les coûts factures, ça va être l'amortissement des investissements, etc., etc. Et en règle générale, c'est le coût que les gens ont en tête, qui est de l'ordre de quelques euros du mètre cube. Mais en fait, le plus gros coût de l'eau, c'est la partie immergée de l'iceberg, et c'est ce que nous, on appelle les coûts indirects. Et quand on commence à évaluer ces coûts indirects, qui sont très très sous-évalués, notamment dans le monde industriel et dans les collectivités aujourd'hui, on se rend compte que l'eau, selon les cas, n'est plus de l'ordre de quelques euros du mètre cube, mais plutôt de l'ordre de quelques dizaines d'euros le mètre cube. Et si en dessous de ça, dans les profondeurs de l'iceberg, on vient ajouter ce que l'on appelle les coûts induits, c'est-à-dire globalement combien vous coûte le mètre cube d'eau que vous n'avez pas à disposition, alors là, l'eau ne coûte plus quelques dizaines d'euros du mètre cube, mais quelques centaines, voire quelques milliers d'euros du mètre cube au sens large. Donc voilà en quelques slides, quand on essaye de comparer eau et économie circulaire, il y a bien évidemment cette logique de cycle global, mais il y a bien évidemment aussi cette logique d'un coût de l'eau qui est très globalement sous-évalué aujourd'hui. Alors la relation entre Aquacet et les S3 pays aujourd'hui, c'est du réseau et de l'interaction pour une société comme Aquacet, puisque dans un premier temps, ça nous permet, un petit peu comme aujourd'hui, mais on l'a fait aussi par le passé, de participer à des webinaires. Et pour nous, c'est extrêmement important. Comme vous l'avez vu, on est une petite structure, donc ça nous donne de la visibilité au niveau national. Par le passé, on a réussi à faire des prestations, notamment de diagnostic d'efficacité hydrique chez un industriel par l'intermédiaire du S3PI Artois en secteur verrier. Ça nous permet aussi d'interagir avec les institutions, en particulier avec les DREAL, pour mieux comprendre leur fonctionnement, mieux comprendre leurs attentes, les évolutions qui vont être liées à l'eau. Et puis finalement, ça nous permet d'étendre notre réseau et notamment de solliciter un certain nombre de personnes pour pouvoir participer à des conférences et à des événements que l'on organise directement chez Aquacet. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. Je vous remercie pour votre attention et de dépeindre à la fois le lien entre eau et économie circulaire et puis le lien entre Aquacet et les S3 pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc Alexandre. Bon, moi j'avais peut-être une petite question. C'est en termes de retour d'expérience, c'est quoi le pourcentage de réduction moyen, on va dire, lié à vos interventions sur l'ensemble de la panoplie des industriels que vous avez, et c'est quoi éventuellement le coût moyen, on va dire, que vous leur avez fait économiser? Est-ce que vous avez ça en tête? Merci beaucoup pour merci beaucoup pour la question. Je peux vous donner des chiffres qui datent plutôt de l'année 2024. L'année 2025 n'est pas encore tout à fait finalisée, mais sur les industriels qu'on a accompagnés en 2024, globalement, ils prélevaient plutôt au milieu naturel un peu plus de 7 millions de mètres cubes par an. Et on a réussi à identifier chez eux, donc ils étaient une quinzaine, 67 projets qui visent à la réduction de prélèvements. Et globalement, en moyenne, ça revient à réduire de 27% les prélèvements d'un site industriel. Et ce qui est encore plus intéressant que ce chiffre de 27%, c'est que 76% des actions qui visent à la réduction de prélèvements sont des actions de réduction, de sobriété. On n'est pas du tout sur la mise en place de gros outils de traitement pour faire de la réutilisation ou de recyclage, bien que ça puisse être important dans un certain nombre de cas et qu'on peut le préconiser, mais on peut faire déjà énormément de choses avec des actions de sobriété et de recyclage. Alors vous donner un coût associé, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que comme le coût global de l'eau est des fois difficile à évaluer, on a tendance à mésestimer ce que l'on peut avoir comme réduction.
Mais pour des industriels qui peuvent être parmi l'auditoire aujourd'hui, globalement, si vous voulez avoir un ordre d'idée, il y a 15% de votre facture énergétique qui, en fait, est liée directement à l'eau. Donc, si vous rapportez ça un petit peu à vos différents chiffres respectifs, ça pourra vous donner un ordre de grandeur de ce que l'on apporte comme gain économique par une démarche d'efficacité hydrique sur les sites industriels. Merci bien, donc, Alexandre. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole donc, pour un autre exemple concret, notamment lié à la valorisation des déchets à travers les combustibles solides de récupération. Il faut savoir que dans cette région, il y a globalement 1 million de tonnes qui attendent d'être, on va dire, qui part en décharge de déchets non dangereux et qui attendent d'être, on va dire, recyclés d'une autre manière, notamment à travers notamment la production de combustibles solides de récupération. Je vais me casser la figure, c'est possible. Donc l'idée, donc, c'est que Vanet, donc une société du Béthunois, nous présente un peu sa stratégie dans ce domaine-là et peut-être nous parle un peu des forces et des faiblesses ou des freins éventuellement liés à cette dynamique. Stéphane, c'est à vous. Allez-y. Merci et merci pour l'invitation. Vaned est une société familiale créée en 1968 qui exerce ses activités dans la collecte, le tri, la modification et le traitement des déchets. Nous sommes actifs dans le nord de la France par le biais de notre site de Billy-Berclos, sur l'intégralité de la Belgique et sur le Luxembourg et plus particulièrement dans le Grand-Duché. Nous collectons un peu plus de 1 300 000 tonnes de déchets sur base annuelle et nous recyclons, valorisons 95% de nos déchets. Une activité pour laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est le CSR. Nous produisons du CSR depuis plus de 25 ans et nous voulons vraiment montrer que la fabrication du CSR est un processus incontournable pour une économie circulaire. Pour ça, je voudrais faire d'abord un petit historique. Pourquoi Vaned a commencé il y a 25 ans à faire du combustible. La première, c'était de pallier à une éco-conception historique non écologique des produits mis sur le marché. Il y a 20 ans, on produisait, on consommait, on jetait. Et on faisait pas attention à ce qu'allait devenir le déchet. Chez Vaned, on s'est dit, mais on peut faire quelque chose avec ça, et on a commencé à faire du combustible. C'est une volonté, j'insiste sur le mot volonté à l'époque, environnementale de sortir de l'enfouissement. C'était aussi offrir une solution durable pour les fractions résiduelles à haut pouvoir calorifique des déchets en combustible écologique pour les gros consommateurs de combustibles fossiles. On remplaçait les combustibles fossiles, que ce soit le pétrole, que ce soit le charbon, dans les cimenteries. Maintenant, pourquoi nous faisons du combustible ? C'est toujours pour pallier à l'historique de l'éco-conception. Les produits qui arrivent dans nos centres ont été conçus il y a 20 ans. Et donc, on les a toujours sur le marché et nous devons toujours en faire quelque chose. L'éco-conception actuelle tient compte du recyclage et ces produits n'arrivent pas dans nos CSR et vont dans des filières directement de recyclage. C'est sortir de l'enfouissement. Dans la slide précédente, j'avais dit que c'était une volonté. Aujourd'hui, c'est devenu un défi. C'est un défi réglementaire de sortir de l'enfouissement. Et c'est aussi offrir toujours la même chose et une solution durable pour remplacer les énergies fossiles. Mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, la décarbonation. De plus en plus, nos produits ont de la biogénie et nous fabriquons des CSR qui peuvent permettre aux grosses industries polluantes de décarboner. Malheureusement, on a parlé tout à l'heure du plastique, le manque de sociétés pouvant recycler localement ou même françaises ou européennes les matières recyclables. Et donc certaines matières, et notamment les plastiques, arrivent encore dans nos combustibles. Chose fort importante, un data précieux et indispensable. On dit toujours, on va faire un combustible, on va le mettre en cimenterie et c'est bien, le tour est joué, c'est fini. Si vous mettez vos déchets à l'enfouissement ou à l'incinération, vous prenez votre benne, vous l'avez trié, vous allez dans ces unités. Quand vous fabriquez un combustible, vous devez connaître parfaitement votre entrant parce que vous avez des caractéristiques physiques et chimiques à respecter.
Ces données, vous les avez chez vous, dans votre ordinateur, et on connaît parfaitement nos produits. Ça veut dire que du jour au lendemain, une nouvelle solution de recyclage va arriver. Automatiquement, on va savoir identifier le quantitatif de ce déchet que nous avons et on va pouvoir le sortir de nos productions et l'envoyer vers le recyclage, qui est une solution beaucoup plus vertueuse. Il y a du négatif quand même. Le négatif, c'est le manque d'installation pouvant utiliser les CSR. Aujourd'hui, l'État a voulu mettre en place par le biais d'aides la création de chaufferies CSR. Il n'y en a que très peu. Et donc, aujourd'hui, les CSR sont utilisés essentiellement en cimenterie. Nous avons une surdemande de préparation de CSR, et surtout avec l'arrivée des éco-organismes, où il y a eu un tonnage en masse qui voulait trouver solution. Et ça a un impact très négatif sur les redevances des cimenteries. Forcément, plus il y a de tonnes, plus les cimentiers vont demander une redevance élevée. Puis, on a un coût d'investissement très élevé. Fabriquer du CSR, c'est des installations coûteuses, c'est des bâtiments importants. Le groupe Vaned produit 120 000 tonnes de CSR sur base annuelle. À l'échéance 2035, nous avons une prétention d'en fabriquer 250 000. Donc, on a besoin d'installations performantes, innovantes et avec des bâtiments robustes et surprotégés. Donc, c'est une activité qui est malheureusement encore trop comparée financièrement parlant, à l'enfouissement ou à l'incinération, mais ce n'est pas du tout la même activité et c'est vraiment le message qu'on veut porter, c'est de dire que quand on fait un CSR, on ne met pas en décharge, on ne met pas en incinérateur, mais ça coûte beaucoup plus cher. Le dernier point sur lequel c'est le risque incendie. Tout le monde parle de batteries ou de piles lithium. Ça arrive aussi dans nos installations. On doit surprotéger nos installations en termes de CAPEX ou même d'OPEX. C'est un poste très, très, très important. Nous sommes en train de monter une installation sur le site de Billy-Berclos. C'est un investissement de 21 millions d'euros, bâtiment plus process. On a consacré 5 millions d'euros à la protection et à la lutte incendie. Malgré ça, nos assurances nous disent on ne veut plus assurer vos activités. Donc il y a un message aussi pour les autorités, c'est de nous aider à pouvoir se faire assurer. C'est de montrer que faire du CSR, c'est vertueux. Recycler, c'est toujours mieux. Mais on va faire le tri au préalable et c'est nos refus que nous allons mettre dans les CSR. Et si des nouvelles solutions arrivent, automatiquement, on va le sortir et on pourra le mettre en recyclage. Merci. Merci. Merci Stéphane. Bon, on voit que c'est une filière en émergence. On voit surtout que, bon, il faut savoir que globalement dans les esprits, la région est dans l'illégalité déjà, hein, globalement par rapport aux demandes gouvernementales, notamment à travers l'enfouissement. On ne respecte pas la courbe de décroissance des matières qu'on envoie à l'enfouissement. Il faut savoir également qu'on manque effectivement d'exutoires, c'est-à-dire qu'on manque de chaufferie CSR, on manque d'installations susceptibles de pouvoir consommer, on va dire, ces CSR, ce qui fait que globalement, le marché n'est pas mature, d'où la difficulté finalement de faire éclore cette filière. Et donc l'ESPI contribue à porter sur la place publique, on va dire, cette inadéquation entre finalement un besoin de moins d'enfouissement et le manque finalement d'exutoire de ce type de produit. Voilà, j'en arrête là avec les CSR. Je vais à présent passer la parole à une actrice importante du territoire, qui finalement, territoire de la Cabalère, qui a fait donc de la transition écologique, on va dire, un axe de bataille, notamment de l'économie circulaire. Mais je vais lui laisser présenter finalement son exposé et je réagirai en cas de besoin. Carole, à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation d'IS3Pays. On est toujours très heureux de pouvoir parler de nos projets lors de vos événements. Alors, la Cabalère, la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois-Lys Romane, on a d'abord un projet politique ambitieux. On a l'ambition de devenir l'agglo 100% durable. Donc pour ça, on a plusieurs piliers. Donc c'est déjà s'adapter aux conséquences du changement climatique, préserver la ressource, que ce soit la ressource en matière, que ce soit la ressource en eau. On intervient aussi pour plus de sobriété au sein de nos territoires, avec le développement aussi des ENR. Et puis, on accompagne au quotidien les industriels du territoire sur des projets concrets.
Alors, pour décliner ce projet de territoire en lien avec l'économie circulaire, un service écologie industrielle territoriale a été créé en 2023. Donc, je suis arrivée au sein de l'agglomération à cette date-là et on a posé notre politique en EIT sur trois piliers. Le premier, c'est la décarbonation. Donc là, on développe des projets d'ENR, de méthanisation par exemple. On valorise du gaz de mine qui est sous nos pieds. En eau circulaire, on a un gros projet REUT, réutilisation des eaux usées traitées, je vous en parlerai juste après. Et puis, on travaille aussi sur l'économie circulaire des matériaux, où là, on a des projets, on fait des chantiers de déconstruction en mode éco-chantier pour valoriser au mieux nos matériaux et trouver d'autres solutions en réemploi, en réutilisation ou en recyclage des matières. Alors, l'EIT, c'est déjà donc écologie industrielle territoriale, il y a industrie. Nous, on a la chance d'avoir un terreau très favorable au sein de notre agglomération. On représente 100 communes, on a 165 sites industriels et on a 32 zones d'activité. Donc, ça représente un terreau large en termes d'activité, que ce soit de l'agroalimentaire, on a des spécialistes du déchet, on a des plasturgistes, beaucoup sur le territoire. Donc déjà, on a déjà des entreprises variées et différentes et c'est intéressant de travailler sur ces territoires-là en écologie industrielle. Alors, on l'a dit, on a une forte ambition politique, c'est l'aglo 100% durable. Est-ce un hasard, mais il se fait qu'on a un certain nombre d'industriels qui sont venus s'implanter sur le territoire récemment. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on a Blackstar qui vient pour reconditionner des pneumatiques. On a Enea qui reconditionne des machines de l'industrie. Ça peut être un aspirateur industriel, ça peut être une machine à café industrielle. Voilà, on a des professionnels du recyclage de la batterie. On a parlé de Mekaware à l'instant. On a également Bringback qui reconditionne des batteries. On a des gens comme vous, Vaned, on en a parlé à l'instant dans tout ce qui est économie circulaire des matériaux avec le CSR. Pedal Point qui reconditionne qui vont chercher des matières dans les cartes mères électriques. Verrier qui a une plateforme de recyclage de matériaux. Enfin voilà, on a vraiment une diversité et des leaders inspirants aussi sur le territoire. Il faut le souligner en économie circulaire parce que nous, ça nous motive aussi à trouver des solutions avec eux pour les aider au quotidien. Alors nous, on intervient sur quatre piliers. On est facilitateur pour créer des synergies entre industriels. On va l'illustrer juste après. On aide à la mobilisation de financement. On peut monter des projets et à nous aussi, en tant qu'agglomération, d'aller chercher des subventions pour monter ces projets. On travaille beaucoup avec l'Agence de l'eau, par exemple. On accompagne les industriels sur des projets de maîtrise d'énergie, de recyclage de matière, la gestion des déchets. Et puis, on est pilote, comme le disait Madame Francastel, on passe en mode projet. Donc là, on est directement impliqué sur des projets avec les industriels. Alors, je vous parle d'industrie surtout, mais il faut savoir qu'à Cabaler, on a une autre cellule environnement qui travaille, eux, plus vers l'habitant. Nous, là, on a vraiment fait le focus sur l'industrie en EIT. Alors, comme le disait Carole tout à l'heure, on ne fait rien sans des partenaires. Ils sont nombreux dans la région. Ce soit donc l'agence de l'eau, ça peut être la chambre d'agriculture, c'est Team 2, CD2E, Plastium, le pôle d'excellence de la plasturgie. C'est la région, bien sûr, l'ADEME, le S3PI, bien sûr, qui nous invite à partager tous nos projets. Et puis le réseau Comet, qui est le réseau de l'écologie industrielle territoriale, qui permet de développer toutes ces bonnes pratiques sur nos territoires.
Alors maintenant, on va passer dans le concret. Alors l'écologie industrielle territoriale, c'est très beau sur le papier, c'est encore mieux quand c'est concret. Donc là, on a 6 projets pilotes sur le territoire. Donc je vais vous les énumérer très rapidement un par un. Le premier, c'est un projet réutilisation des eaux usées traitées sur la plateforme industrielle d'Isberg. On a une STEP qui est limitrophe avec le site industriel, la plateforme industrielle. Et donc l'idée, c'est réutiliser les eaux usées en sortie de station d'épuration pour un usage industriel. Donc là, nous, on est directement impliqués sur ce projet-là. Et là aussi, on travaille avec l'Agence de l'eau en coopération et l'industriel. Le deuxième projet, c'est un projet on travaille sur la méthanisation et il s'avère qu'on a beaucoup d'entreprises en agroalimentaire. On est un territoire rural, donc on a des projets, des déchets, des biodéchets. Et donc l'idée, c'est favoriser le développement de la méthanisation au sein de nos territoires, parce que c'est aussi une production d'énergie verte qui est intéressante et sur laquelle on travaille. Le troisième projet, c'est le développement d'une ferme photovoltaïque. Alors, ce projet-là, il a, on va dire, l'avantage d'être situé sur un ancien site pollué qui était stérile pour l'agglomération. Donc, c'était un site qui ne pouvait pas être valorisé. Et donc, nous, l'idée, c'était de créer un projet photovoltaïque sur cette friche. Alors, c'est aussi de l'économie circulaire du foncier sur nos territoires. Le quatrième projet, c'est Reverse Industrie. Donc, c'est, voilà, là, je dirais que c'est plus les industriels qui ont œuvré sur ce projet-là. Mais en fait, on a eu une fermeture d'un gros site industriel emblématique qui s'appelle Bridgestone. Et il s'avère que sur cette ancienne friche qui pouvait le devenir, c'est implanté un certain nombre d'industries spécialisées en économie circulaire. Donc on en a parlé, Mekaware, Blackstar, Enea. Voilà, donc c'est une belle reconversion industrielle pour ce foncier. Sur le territoire de la Cabalère, on a à peu près 50 plasturgistes. Donc là, on est en train de travailler avec Plastium pour créer une filière. Je pense qu'il y a des choses à faire sur les plastiques. On me le disait tout à l'heure. Donc il y a peut-être moyen d'éviter d'aller chercher ou de sourcer nos plastiques recyclés ailleurs qu'en dans les autres pays d'Europe pourquoi pas le relocaliser au plus proche de chez nous. Et enfin, on travaille sur un projet d'économie circulaire du BTP. Alors, on travaille en éco-chantier sur nos projets de déconstruction, mais on a aussi un projet d'économie circulaire des matériaux. En tant qu'agglo, on est maître d'ouvrage sur un certain nombre de projets de démolition, de reconstruction, d'aménagement de routes. Et donc, l'idée, c'est de travailler entre les services pour travailler en économie circulaire de nos matériaux sur nos chantiers et pourquoi pas l'ouvrir à d'autres maîtres d'ouvrage que sont la région qui est juste à côté, le département, pour avoir cette responsabilité de gérer nos matériaux en circuit court. Voilà un peu nos tours d'activité, tour d'horizon de nos activités en économie circulaire sur le territoire. Merci Caroline. Donc on voit donc une dynamique qui se met en place, donc en lien avec un certain nombre d'acteurs, donc autour d'une communauté d'agglo qui finalement a pris à cœur d'observer son territoire et de mettre en œuvre en fait un certain nombre de politiques générales et notamment celle de l'économie circulaire. Et on peut peut-être passer au dernier cas concret, on va dire avec notamment Lionel Briche, donc d'Ecopal, qui va nous parler en quelque sorte d'une structure qui joue dans le gagnant-gagnant en mettant en contact les entreprises pour faire des déchets ou d'économie circulaire, finalement, des atouts, on va dire, entre les différents acteurs. Je laisse Lionel parler de son affaire. Bonjour. On peut dire bonsoir là, c'est bon ?
fait presque nord. Bon, merci déjà pour l'invitation, pour cette intervention. Je ne savais pas qu'il y avait une séance de luminothérapie en même temps, mais c'est bien ça. C'est bien pour le bien-être. Donc moi, c'est Lionel Bourriche. Mais il y a toujours du soleil à Dunkerque. Ça se voit le teint qu'on a. Donc, je vais vous présenter rapidement Ecopal. Alors, j'ai moins 4 minutes pour vous présenter le sujet pour être dans les temps. Il y a 3 slides, ça va aller assez vite. Donc, Ecopal, c'est une association qui a été créée en 2001 sur le Dunkerquois et qui a vocation à travailler sur le sujet de l'écologie industrielle territoriale, l'économie circulaire de manière plus large. Tu l'as présenté assez bien. Moi, j'ai plus envie d'utiliser le terme d'économie du bon sens. Et c'est un peu voilà, tout ce qu'on fait autour de cette table. Donc, c'était à l'initiative d'une quinzaine de structures du territoire avec le soutien de la communauté urbaine de Dunkerque. Et aujourd'hui, on a un réseau de plus de 100 adhérents à notre association. On accompagne notamment des territoires, donc on a parlé notamment du réseau Comet au niveau régional dont on est co-animateur. Et donc on accompagne certains territoires de diverses façons, sous forme d'ateliers, sous forme d'accompagnement de démarches, enfin de mise en place de démarches, etc. Et on accompagne aussi forcément les entreprises pour leur gestion, notamment de déchets, de coproduits. Et aussi dans notre réseau, on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a vraiment une centaine d'adhérents très diversifiés, ce qui nous permet de développer des synergies dont on ne se doute pas et pour lesquelles en fait, ces structures-là ne se rencontrent pas forcément naturellement. Et donc on sert à ça. Pour les services aux entreprises, on a différentes actions concrètes qu'on a en place, les collectes mutualisées donc sur différents flux. On organise des ateliers thématiques spécifiques pour apporter de la connaissance à ces entreprises. Pourquoi aussi à ces entreprises pourquoi elles viennent aussi parce que souvent, notamment dans les petites moyennes entreprises, c'est des personnes la personne qui s'occupe des déchets est souvent multicasquette et donc c'est compliqué de tout connaître et tout savoir. Donc on lui apporte aussi ce conseil-là et on fait aussi de la sensibilisation auprès des salariés. Alors, pourquoi les entreprises, les structures adhèrent à Ecopal? Il y a un certain nombre d'arguments là qui sont listés. Alors, pour réduire son impact environnemental, pour respecter la réglementation. Alors, quand je dis respecter la réglementation, en venant nous voir, ces entreprises se disent bon, si je passe par Ecopal, normalement, ça devrait le faire. Ils vont me conseiller comme il faut en respectant la réglementation. Ensuite, forcément, l'impact économique et aussi l'image de marque et comment on peut aussi développer son réseau parce qu'on fait se rencontrer ces acteurs-là et donc on développe son réseau et potentiellement son business. Parmi ces 5 impacts, bon, je vais pas vous dire lequel attire le plus les entreprises. Je vous laisse deviner. C'est évidemment l'impact environnemental. Je déconne. Mais voilà, en fait, sans ça, voilà, les entreprises. Et après, moi, je blâme personne. S'il y a une entreprise qui vient pour son impact économique, après, on peut la dévier vers d'autres impacts et sur d'autres actions. Alors, on est souvent sollicité par ces structures pour du conseil. Voilà, si je devais résumer Ecopal, c'est développer des synergies. Et donc, on a des appels d'entreprises qui nous disent bon, j'ai tel matériau, j'ai tel coproduit, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, soit on a la solution, on a des filières qui existent et qu'on connaît, et donc on renvoie directement vers ces filières-là. Soit on n'a pas forcément la solution, on la cherche, et si on la trouve, bon, voilà, on a bien fait notre travail, on a trouvé. Et si on ne trouve pas, on va lancer des appels un peu à notre réseau, aux différents réseaux, pour trouver des solutions.
Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples sur la gauche, sur lesquels on a travaillé ou sur lesquels on est en train de travailler, qui peuvent être très différents en termes de quantité et en termes de typologie. Donc sur la première recherche de synergie, on est sur de l'acide sulfurique, plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Là, on est plus en projection du fait de la filière batterie qui s'implante. Voilà, on a une entreprise qui disait, bon, bah, moi, dans ma projection, j'ai autant de dizaines de milliers de tonnes d'acide sulfurique d'une certaine qualité, d'une certaine quantité. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des preneurs? Donc on a fait notre travail, on a mobilisé le réseau, on a sollicité plus de 200 acteurs qualifiés et on en a eu 6 ou 7 qui se sont montrés intéressés et pour lesquels on a mis en relation avec cette entreprise qui était très contente. Après on a d'autres synergies potentielles, le bois, là, les tourées, on va dire c'est un exemple un peu classique. Là on fait travailler les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le plastique, tu en as parlé aussi. On a des seaux ici avec des restes de chocolat. Alors, ce n'est pas pour valoriser le chocolat, hein, je sais que c'est intéressant. C'est plus pour le plastique, mais après, si vous voulez prendre le chocolat, ça vous risque et périls. Je ne sais pas s'il est encore bon. Mais voilà, on vient chercher les acteurs qui sont intéressés et ça marche plutôt bien. Après, on a aussi le cas dans l'autre sens, où on a des structures qui ont besoin de gisements pour transformer de la matière. Et donc là, on a une structure à Roubaix, parce qu'on a aussi développé une activité sur la MEL, qui recherche des gilets de sauvetage et des canaux de sauvetage voilà, à transformer. Donc là, si vous avez ça dans votre sac, vous pouvez me le donner à la sortie. Et si vous n'en avez pas et que vous connaissez des contacts, n'hésitez pas à me le dire. Je fais aussi mon marché, là j'en profite. Donc voilà un peu les idées qu'on peut avoir. Enfin, les idées de synergie qu'on peut avoir. Si on ne trouve pas de solution, malgré tout ça, malgré toutes ces recherches, il y a Vaned. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de solution? Alors, soit on rentre chez soi et on met son pyjama, on va se coucher et on va pleurer. Ou bien on peut essayer de trouver d'autres solutions par filière. Là, il y a plusieurs exemples. On avait le sujet des EPI pour lesquels on a été sollicité à plusieurs reprises. Des entreprises qui disaient bon, j'ai des EPI, en fin de vie, qu'est-ce que je peux en faire? Donc il y a des solutions par-ci par-là, mais pas de manière comment dire, condensée, complète. Donc on s'est dit bon voilà, il y a quelque chose qui manque pour pouvoir proposer un service aux entreprises sur ce sujet-là. Et parmi les solutions, alors les casques, il y a le plastique, mais tout n'est pas valorisable. Il y a la mousse, il y a vraiment le textile, il y a vraiment plein de matières différentes. Donc l'objectif c'est de regarder d'abord ce qui est recyclable et puis après de regarder ce qui peut être fait avec le reste. Il y a aussi le sujet du BTP, de la valorisation des déchets du BTP, donc avec les acteurs de l'ESS avec qui on travaille actuellement. Et en projection, il y a le sujet de la filière batterie. On est en train de construire un projet, notamment avec Écosystème D, Team 2 aussi, pour le volet régional, pour la connaissance du réseau régional de la batterie. Pour savoir, dans la filière batterie, alors on ne va pas forcément travailler sur les batteries en fin de vie, les rebuts. On sait qu'il y a du boulot qui est fait et on sait qu'il y a du business intéressant et que c'est important pour les entreprises. Donc elles se sont emparées du sujet. Mais par contre, sur tous les à côté, tout ce qui va rester après dans le traitement, tous ces coproduits qui ne sont pas de fort enjeu pour ces entreprises-là, qui ne sont pas leur enjeu principal. Nous, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait sur ces coproduits-là. Et donc, on va les rassembler et on va dire, bon, quel coproduit vous avez? Est-ce que ça intéresse un tel? Et puis après, trouver des solutions communes à tous ces acteurs de la filière batterie. C'est peut-être ambitieux, mais en fait, on va essayer. Et puis, je suis sûr que les acteurs du territoire souhaiteront travailler ensemble pour trouver des solutions. Merci pour votre écoute. Merci. Merci Lionel. Donc je ne sais pas trop, peut-être une question ou deux dans la salle. On est complètement à une heure tardive. Bon, je vois qu'il y a une question là. Pim, allons-y. 2 questions là-bas, une autre question derrière là-bas. Pardon?
Attendez, on va prendre d'abord celle-là. Merci. D'accord? Et puis après, bon, on prendra la vôtre. Alors, Allez-y, moi, présentez-vous et puis bonjour, posez votre question. donc Florentin Lemercier, je suis normand un peu lointain maintenant, c'est presque le sud ici. Ma question c'était sur la partie recyclage comme on a vu au départ et en fait l'influence du prix de l'énergie en fait où on voit que à la fois sur la filière plastique et à la fois sur la filière verre le prix de l'énergie qui est très bas tue complètement le modèle du recyclage. Et est-ce que justement dans la direction générale des entreprises, est-ce qu'il y a des réflexions pour avoir une espèce de, comme il y a la TIPP sur le carburant, est-ce qu'il y aurait une espèce de réflexion sur une taxe qui serait plus forte sur la REP, notamment quand l'énergie est faible, quand le prix de l'énergie est faible, pour qu'on encourage ces filières à pouvoir émerger, parce qu'aujourd'hui, en plus, comme elles fluctuent beaucoup et qu'on a besoin de stabilité sur tous ces investissements qui sont très lourds, eh ben, le fait que ça fluctue et que ça soit bas aujourd'hui, ça tue complètement les investissements sur ce sujet-là. Bon, je laisse la DGE répondre, parce que là, oh. Alors, on m'entend. Sur la partie prix de l'énergie, effectivement, c'est un sujet... alors moi que je vois sous le prisme du comité stratégique de filière où il y a il y a 4 axes stratégiques dont un sur l'énergie et effectivement ils réfléchissent à mettre en place une sorte de dispositif assurantiel pour compenser l'écart de prix avec l'énergie vierge, enfin l'énergie fossile. Donc effectivement, mais là c'est vraiment, on en est au tout début et à la réflexion sur, mais ce sera un dispositif privé, donc a priori. Après, moi il est possible qu'il y ait d'autres dispositifs. Il y a des équipes qui s'occupent plus spécifiquement des sujets énergie au service de l'industrie, mais c'est pas forcément les sujets que je connais le mieux. Donc, il y avait une question là-bas au fond, là. Oui, merci de me donner la parole. Désolé, le reflet de la luminothérapie, je croyais que vous me parliez. Je vais faire vite. Donc, Julien Brabant, société familiale implantée à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Villeneuve-d'Ascq. On est implanté là depuis 1880. Et dès les années 60, mon grand-père et son frère ont compris que le recyclage était important. Et moi, aujourd'hui, je vous apportais un témoignage. J'entends beaucoup de projets, de choses qui vont se mettre en place, qui démarrent doucement, etc. Nous, depuis les années 60, on fait du recyclage de solvants. Ça fonctionne. On a commencé avec l'industrie du bâtiment. On a monté en qualité pour aller sur l'industrie de la peinture automobile. On a encore monté en qualité pour aller sur l'industrie de la pharma. On bosse avec des sociétés comme Interor, Astra, Minakem. Je cite cela par hasard, vous connaissez bien. Les gigafactories sont venues s'implanter pas trop loin de chez nous. Et donc, avec les équipes, on a bossé pour aller atteindre la qualité attendue par les gigafactories. Et là, on a dû diviser par 1000 les impuretés tolérées dans nos solvants. Et grâce à l'implication de tout le monde, grâce à l'énergie qu'a pu nous transmettre, notamment les équipes de la DGE, de l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, on processe, ça fonctionne. Et régulièrement, on reçoit des camions de NMP salles de Gigafactory qui retournent chez l'utilisateur. On n'a pas de problème de trouver des filiales pour recycler, parce que notre objectif, c'est de recycler et de renvoyer à l'utilisateur. Et ça fonctionne. Et le ministre Laurent Lescure a indiqué hier sur Internet que les solvants recyclés, c'était 80% de CO2 en moins comparé à un solvant neuf. Dans certains cas, c'est même 85, voire 90. Et il faut aussi intégrer que les solvants, on en produit plus ou très peu en France. Et la balance commerciale, qui est un indicateur qu'on apprenait à l'école, on n'en parle plus beaucoup en France, mais je pense qu'il faut aussi en parler. Et je pense que recycler, c'est aussi créer de la valeur sur nos territoires. Et plus on créera de richesse, plus on pourra la partager. Donc voilà, je voulais vous apporter ce témoignage positif. Merci pour ce beau témoignage, la société Brabant, donc, qui montre que l'économie circulaire, ça a de l'avenir. Et c'est aussi un business model très intéressant. On va peut-être conclure cette... Il y a encore une question. Ah, voilà, écoutez, allez-y, monsieur. Donc, dernière question. Ouais. Je vois que sur tous les territoires, on galère, disons, pour trouver les solutions. Mais est-ce qu'on a déjà un inventaire du gisement disponible
par les entreprises pour pouvoir justement créer ou contribuer à un voisin, etc., pour pouvoir monter justement des filières et pas galérer à chercher justement la matière première du circuit, quoi. Tout ça, ça devrait déjà être marqué. Les industriels devraient dire, ben voilà, j'ai tout ça disponible. Hein, si vous en avez besoin, c'est là. Ben, je pense aux seaux en plastique, là, de chocolat. Si vous avez besoin des seaux en plastique chez vous, ben voilà, il y a un gisement. Hein, après, savoir où on va implanter l'économie circulaire, sur quel territoire, c'est autre chose. Mais déjà, avoir une valeur du gisement. Il y a un tas d'industries qui ont de l'énergie fatale. Ça peut être utilisé, etc. Donc, il y a tout un gisement pour l'économie circulaire, mais on n'en a pas connaissance et on n'a pas un inventaire territorial de savoir ce qui est disponible. Alors ça, je peux peut-être dire quelques mots là-dessus. On a quand même des belles connaissances de tout ça, notamment en ce qui concerne les déchets. Il y a une réglementation qui oblige les exploitants à déclarer annuellement leur quantité de déchets et les filières de recyclage. Alors effectivement, ces données sont un peu des données aujourd'hui au sein des DREAL, et ça vaudrait la peine de regarder comment ces données-là peuvent être mises en place, on va dire, être mises sur la place publique justement pour alimenter toute une réflexion, toute une dynamique. Donc c'est effectivement une piste très intéressante, on va dire, à investiguer, tout à fait. Et de même, l'économie circulaire, enfin la valorisation de la chaleur fatale des entreprises. Vous avez quelques beaux exemples sur Dunkerque qui marchent bien. Effectivement, dans un contexte de coût d'énergie important, effectivement, je trouve qu'on met du temps en France, effectivement, à valoriser nos potentiels d'énergie fatale. C'est vrai, beaucoup d'industries ont des quantités de chaleur qu'ils nous envoient aux petits oiseaux, et c'est bien dommage. Et donc là, il y a encore un gros travail à faire, en lien probablement avec les collectivités territoriales. Et Caroline aurait pu en parler, ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais effectivement, il y a une dynamique des territoires qui doit être mise en place pour valoriser en quelque sorte ces énergies fatales qui sont très dommages. Voilà, je confirme, ouais, effectivement. Alors, en conclusion, peut-être un petit mot de chaque acteur pour dire globalement ce qu'ils pensent de la manière dont on pourrait finalement développer encore plus l'économie circulaire, et peut-être dire en quoi l'implication des S3PI leur paraît intéressante. Je commence par la DGE. Merci beaucoup. L'économie circulaire, c'est, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, une priorité pour la DGE parce qu'on est dans une approche de plus en plus de souveraineté industrielle, et c'est perçu comme une opportunité aussi pour réindustrialiser en France avec des circuits plus courts et avec des priorités sur des secteurs stratégiques et en lien avec la transition écologique. Donc vraiment les priorités de la DGE sont très en phase avec celles de l'économie circulaire aujourd'hui. Et donc je pense que je découvre aujourd'hui les travaux du S3PI que je connaissais assez mal, mais je pense que il y a une dimension très technique dans l'économie circulaire, une dimension risque aussi qui est importante, et donc on a besoin d'acteurs qui ont des compétences scientifiques pour alimenter la réflexion, notamment des pouvoirs publics qui sont un peu dans le guidon de la réglementation et qui ont aussi besoin d'être nourris de façon plus profonde sur des réflexions scientifiques. Oui, alors moi j'ai déjà mis pas mal de détails. Je pense qu'on a chacun un rôle à tenir autour de la table pour convaincre des bénéfices de l'économie circulaire. Et en fait, c'est plus une option maintenant. Donc il faut absolument qu'on passe à un mode plus circulaire pour toutes les raisons qu'on a dites, et aussi pour garantir qu'il y a encore une industrie dans notre pays et notre indépendance vis-à-vis de certains approvisionnements qui viennent très critiques. Voilà. Donc pour mettre ces industries en place, sans collaboration du S3PI, ce ne sera pas possible, ni des communautés d'agglomération. Merci. Donc alors moi je dirais, tout a été résumé pour développer l'économie circulaire. On a parlé de volonté industrielle, volonté politique.
On a parlé de coopération avec des partenaires, de coopération avec les industriels, avec les collectivités. On a parlé aussi de mise en marche, mise en mode projet, s'impliquer aux côtés des industriels. Donc pour moi, les clés du succès, elles sont là. Et le S3PI nous aide à parler, à partager ces retours d'expérience, les dupliquer avec le réseau Comet aussi au sein des autres territoires nationaux. Donc voilà, pour moi, c'est avant tout une histoire de coopération. Moi, ça serait plus de sévérité sur l'obligation de recyclage et de valorisation. Plus de sévérité. On veut de la sévérité. Oui, non, mais ça aiderait fortement. Et le S3PI, c'est continuer à mettre en valeur nos activités, nos entreprises, nous permettre de pouvoir dire nos freins, les choses qui vont bien aussi. Hein. On n'est pas là que pour dire que ça va mal. Continuer vraiment à nous mettre en valeur. Et merci. Sur l'économie circulaire, il y a des actions concrètes qui existent maintenant. Donc allons-y. Et pour le lien avec le S3PI et ce réseau d'entreprises, de pouvoir faire passer des messages, c'est quand même important. Et puis donc l'avenir nous appartient. Et puis on aura l'occasion du coup de continuer à travailler ensemble. Il me reste simplement ah oui, j'allais oublier quand même celui qui est en visio là. Alexandre, allez-y, dites-nous un mot. Merci, pas de souci. Je crois que quand on parle d'économie circulaire, on a bien compris que la notion qu'il y avait derrière aussi, c'était le territoire. Et ça m'intéresse parce que vis-à-vis de l'eau, l'eau est un enjeu profondément local, puisque si vous êtes en déficit d'eau localement ou en surabondance d'eau localement, ça va être à vous de le gérer. Et même si aujourd'hui on vit dans un monde où l'eau est perçue comme étant gratuite, inaltérable et inépuisable, on voit bien que c'est pas le cas. Et donc le S3PI, de par son rôle avec les industriels qui sont quand même les acteurs socio-économiques par excellence, il va falloir travailler sur la gestion de ce bien comme étant un bien commun pour qu'à l'avenir il puisse profiter aussi aux industriels mais également à la population, à l'agriculture, aux vivants. Donc il y a un rôle central de courroie de transmission à mon avis qui doit être assuré en partie par le S3PI. Voilà donc... Ma conclusion est faite, hein, c'est les acteurs de la table ronde qui l'ont faite. Donc, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été aussi assidu et d'avoir accepté finalement le décalage d'horaire. Merci à vous et bon retour.